Merci Patrick. Merci pour l'invitation à converser avec toi. Merci aussi finalement de nous obliger à penser, en tout cas à penser à voix haute et en tout petit comité, un certain nombre de choses qui, me semble-t-il, traversent tout un ensemble d'essais ou d'expérimentations. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'en ce moment, dans des secteurs assez différents des sciences humaines, de l'histoire, et aussi bien de l'autre côté, pour ainsi dire, chez les romanciers, peut-être même déjà les poètes, eh bien, un certain nombre de questions sont mises en partage à nouveau. Voilà, en tout cas, une problématisation commune se fait jour, et c'est peut-être l'occasion d'essayer en tout cas de désigner ça, de circonscrire ça, peut-être pas en tout cas d'y répondre à proprement parler. Mais pour commencer, je voulais tirer simplement un fil, parmi beaucoup d'autres, de la pelote à la fois de tes écrits et de tes dits, y compris de tes dits publics, à partir d'un mot, qui est un mot qui figure sur la page de garde, qui fait partie du titre d'un de tes ouvrages, le mot de conjuration. C'est conjurer la peur, mais c'est un mot que tu utilises évidemment dans toutes ses acceptions, y compris dans celle de la façon dont tu penses une pratique collective d'enquête ou d'intelligence d'un certain nombre de questions, puisque tu parles d'une conjuration de l'amitié et de l'intelligence lorsque tu désignes des formes de travail collectif, dont peut-être ce séminaire fait aussi partie. Et ce terme de conjuration, qu'on peut prendre aussi, je crois, au sens proprement sorcier du terme, parce qu'évidemment, on ne conjure jamais que par les mots. Alors, la question étant de savoir ce qu'il s'agit de conjurer, le péril qu'il s'agit de déjouer ou la menace qu'il s'agit d'écarter, et sachant donc qu'on ne conjure jamais un sort que par un sort. Et donc c'est par un surcroît ou en tout cas un autre débord de mots qu'on peut peut-être faire face ou faire pièce à déroulement d'une magie néfaste ou en tout cas l'avènement d'un péril. Alors évidemment, conjuration, déjouer un péril, quel péril? Et pour te citer à nouveau, le cauchemar, alors je ne te cite pas en disant que c'est un cauchemar, mais je crois qu'il y a quelque chose qui hante quand même un certain nombre, à la fois de tes prises de position par écrit et de tes prises de parole publiques, qui est une langue du politique devenue inopérante. Voilà, s'il y a un péril à déjouer ou à conjurer, et s'il faut faire l'histoire de la façon dont on l'a déjoué, et s'il faut en même temps essayer de désigner la figure qu'il prend aujourd'hui et la manière dont on peut y faire face aujourd'hui, c'est peut-être cette idée donc d'un affaissement et peut-être même d'un effacement des mots, c'est-à-dire le risque politique par excellence, d'un tarissement de la capacité à dire les choses, à les nommer, à les dire au plus juste. Alors évidemment, la langue du politique est devenue inopérante, c'est une citation. L'intérêt, c'est qu'il faut noter que c'est évidemment un constat historique, on ne se refait pas. Donc si la langue du politique est devenue inopérante, c'est qu'il fut un temps où elle ne l'était pas. Un temps où en tout cas, elle opérait, elle produisait des effets, où elle avait prise sur le monde et où d'une certaine façon, elle mordait sur les choses. Et on trouve aussi évidemment dans tes écrits, en contrepoint de cette identification du péril au titre du remède ou de l'antidote à cet affadissement de la langue, le souci de la description juste, ou peut-être encore plus exactement, de la description dense. Voilà, moi, c'est une notion que j'aime bien. Elle a son pédigré en sciences humaines. Elle renvoie à un texte célèbre de l'anthropologue Clifford Geertz, un article de 1973 qui s'appelle Thick Description, Toward an Interpretive Theory of Culture. Et dans cet article, en fait, ce que Geertz entend par cette description dense, donc cette description alourdie, cette description qui précisément commence à peupler le récit de l'anthropologue d'un certain nombre de choses et d'êtres qui jusqu'alors en avaient été absents, eh bien, le programme donc, de cette description dense, ou en tout cas les attendus théoriques de cette description dense, Geertz les emprunte à Max Weber. Cet article est un dialogue avec Max Weber. Et on y lit cette phrase qui est devenue célèbre, qu'on enseigne dans les licences de sciences humaines. « Croyant comme Max Weber que l'homme est un animal pris dans les réseaux de signification qu'il a lui-même tissés, je tiens la culture pour une toile d'araignée. » Et donc le surcroît de description, le détail en plus, chez Geertz, c'est d'une certaine façon celui des raisons subjectives de l'action. C'est ce que l'homme dit de ce qu'il fait. C'est d'une certaine façon des mots mis sur les choses déjà. L'homme et ses raisons. Donc, on retombe sur l'homme, un peu d'ailleurs comme chez Éric Baraté, dont peut-être
on reparlera en tout cas, dont le projet mérite d'être considéré à sa juste mesure. L'homme et ses raisons, ce qui veut dire évidemment qu'il manque ici quelques êtres. Et pour citer Francis Ponge, il manque peut-être dans ce programme d'une anthropologie interprétative hantée sur un souci de description dense, une promenade dans ce que Ponge donc appelait le jardin des raisons adverses, c'est-à-dire la prise en considération des non-humains, évidemment, et de la myriade de mondes que ces êtres-là, donc ces êtres absents des récits anthropocentristes, tissent eux aussi. L'ensemble de ces mondes perceptifs dont un auteur qui a longtemps été peut-être un peu oublié, en tout cas dans certains secteurs des sciences humaines, et puis dont on a republié régulièrement les écrits ces dernières années, Jacob von Uexküll, donc ces mondes perceptifs dont il avait entamé le décompte dans un ouvrage publié en 1934. C'est aussi pour donner une idée de la façon dont on peut commencer à lester d'une généalogie un certain nombre de soucis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc Uexküll, dans Milieu animal et milieu humain, publié en 1934, eh bien, essaye de penser le monde vu ou agit plutôt selon chaque être, aussi minuscule et aussi décrié soit-il. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs Uexküll ouvre son décompte des mondes perceptifs, des mondes vécus par d'autres êtres que l'être humain, par la prairie vue par la tique. Et que la tique, évidemment, ce n'est pas le cheval ou le chien comme chez Éric Baraté, ça engage des régimes d'affect peut-être un peu différents dans la façon dont on éprouve a priori de la sympathie ou pas pour l'être en question. Et c'est à partir de l'exemple donc du monde de la prairie vue par une tique, que Uexküll écrit ceci, donc en 1934. Les milieux étant aussi divers que le sont les animaux eux-mêmes, ils offrent à tout ami de la nature de nouveaux pays d'une telle richesse et d'une telle beauté qu'il vaut la peine de s'y promener, même s'ils s'offrent à notre regard non pas physique, mais uniquement spirituel. La meilleure façon de commencer une telle promenade est de la faire un jour de soleil à travers une prairie fleurie, bourdonnante de coléoptères et parcourue de papillons voltants, puis de construire autour de chacune de ces bêtes qui peuplent la prairie une bulle de savon qui représente son milieu et est remplie de tous les signes perceptifs auxquels le sujet peut accéder. Aussitôt que nous pénétrons nous-mêmes dans une telle bulle de savon, l'environnement, qui jusque-là se déployait autour du sujet, se reconfigure totalement. Nombre de propriétés de la prairie bigarrée disparaissent complètement, d'autres perdent leur homogénéité, de nouvelles relations se créent. Dans chaque bulle de savon naît un nouveau monde. Comme une araignée faite avec ses fils, chaque sujet file ses relations en propriétés déterminées des choses et les entretisse en une solide toile qui porte son existence. On voit donc ici se déployer la même métaphore de l'araignée tisserande qu'on trouve chez Geertz lorsqu'il énonce son projet ou son programme de description dense, mais à cette différence près, qui est une différence tout de même de taille dans tous les sens du terme, que l'araignée est ici vraiment une araignée et qu'elle est considérée comme un sujet à part entière, ou plutôt que nul n'est considéré comme un sujet avant de se livrer à l'ensemble des opérations d'entrelacement des propriétés par lesquelles il constitue son monde de perception et son monde d'action. Et donc avec Uexküll, finalement, se fait jour le modèle d'une narration chorale du réel, d'une énonciation être par être, et pourquoi pas chose après chose, de ses propriétés pertinentes. Narration chorale des propriétés pertinentes du réel, la tique, l'encolie, l'enfant, découpe dans la même prairie des mondes distincts qui toujours se chevauchent, évidemment, mais jamais ne se recouvrent complètement. Donc prendre en compte tous les êtres, ce n'est pas repeupler un même lieu, ce qui serait d'une certaine manière la scène ou le décor primordial, où chaque être tour à tour viendrait par Adam jouer son rôle, ou le rôle qu'on attend de lui, et déclamer d'une certaine manière ses propriétés. Donc prendre en compte tous les êtres, allonger en l'espèce, sinon le questionnaire, l'inventaire des existants, eh bien c'est au contraire échapper à la fiction d'un monde d'emblée commun. Et il me semble par exemple que d'un ensemble d'entreprises historiographiques contemporaines, comme l'Histoire connectée, ou l'Histoire monde, appelons-la l'Histoire monde, eh bien d'une certaine manière pratique ou devrait œuvrer à pratiquer le même type de narration chorale, et qui évidemment échappe à l'idée des points de vue différents sur la même chose, mais au contraire prennent en compte les points de vue des choses sur quelque chose qui disparaît comme étant le socle commun du réel.
Alors voilà, bon, la même règle s'applique en toute opération sorcière, pour revenir à la conjuration. Et puisqu'il faut des mots pour conjurer, il en faut aussi évidemment pour convoquer, c'est-à-dire, comme le veut au sens propre le vocabulaire de la magie, pour évoquer, c'est-à-dire pour appeler dans le récit un certain nombre d'êtres ou de présences qui en sont absents. Et cette sorcellerie du mot à mot, et c'est là où j'entame ce qui était aussi pour le coup, sinon une commande, du moins un désir de Patrick, une généalogie poétique d'un certain nombre de choses. Donc cette idée de la haute magie de l'art poétique, c'est par exemple ce qu'on trouve voilà, dans un poème célèbre de Hofmannsthal, qui s'appelle Un rêve de haute magie, qui est un poème écrit au sortir des années 1890, où on retrouve cette figure qui, tout au long du XIXe siècle, hante la poésie du mage poète, c'est-à-dire de celui qui sait tout sentir du monde et qui du coup parvient, ou en tout cas cesser à tout en dire. Je cite, « Lui, le premier, le mage suprême, comme en rêve, il sentait la destinée de tous les hommes, exactement comme les membres de son corps. Rien ne lui était proche ni lointain, rien ni petit ni grand. Il jouissait de la grande marche de la vie tout entière. » Et puis on retrouve le même thème dans un poème de D.H. Lawrence, qui s'appelle « Les cyprès », qui est un poème composé en 1920. Replié comme une sombre pensée pour laquelle le langage est perdu, cyprès toscan, y a-t-il un grand secret? Nos mots sont-ils insuffisants? Car oh, je sais que dans cette poussière où nous avons enterré les races réduites au silence et toutes leurs abominations, nous avons enterré tant de délicates magies de la vie. Alors l'intérêt chez Lawrence, c'est que cette idée des races réduites au silence, en fait, c'est essentiellement, et ça n'est jamais d'une certaine manière, que les Étrusques. Voilà, c'est pour ça que j'avais intitulé ce petit passage du propos « Voyage en Étrurie », parce qu'en fait, d'une certaine façon, d'une manière assez étrange, eh bien, dans toute une veine de la poésie contemporaine, de la veine de la poésie du XXe siècle, eh bien, l'Étrurie, la présence des Étrusques, désigne le lieu d'un secret perdu du langage, ou en tout cas le lieu d'une inquiétude quant à la capacité des mots à ne plus opérer, à leur incapacité à continuer à former une langue opérante. Alors, chez Lawrence, l'antithèse parfaite que forment les Étrusques, c'est l'antithèse des Romains. Il y a dans Croquis étrusque, qui est le récit des promenades sur l'ensemble des sites archéologiques en Ombrie, en Toscane, de Lawrence dans les années 1920, des pages entières qui en fait contrastent d'un côté l'Empire romain, c'est-à-dire un monde de brutalité géométrique, et puis alors, sa vision très personnelle évidemment des Étrusques. Ces Étrusques-là sont ceux que chacun, écrivain, poète, s'invente d'une certaine manière à sa convenance. Eh bien, les Étrusques chez Lawrence, c'est, je cite, des gens qui l'enchantent par leur acceptation de la vie, un certain rythme de joie dans les mouvements. Il semble qu'il y ait eu chez les Étrusques un instinctif et réel besoin de conserver à la vie une sorte d'humour naturel. Et cette vision des Étrusques comme le peuple de la plus grande proximité joyeuse aux choses, on le retrouve assez étrangement chez Francis Ponge, alors que l'on ne connaît pas grand lecteur de Lawrence, mais qui découvre en fait les Étrusques via sa passion pour Giacometti. Et en fait, Giacometti, vous le savez probablement, puisque c'est un épisode connu, se mit à nourrir pour l'art des Étrusques une passion et presque une obsession à partir de sa visite de l'exposition que le Louvre leur consacre en 1955, L'art et la civilisation des Étrusques. Et Ponge écrit « Oui, nous entrerons dans un nouveau paradis, mais non un paradis de l'homme, plutôt au paradis ou au jardin des raisons adverses, au paradis de la variété, du fonctionnement, du libre et virtuose jeu, de la jubilation étrusque, de la gambade, de la danse, de la saltation universelle. » Chez Lawrence, comme c'est chez Ponge, la magie du poète, en tout cas l'art de l'évocation poétique, consiste donc à récupérer un pouvoir de description qu'ils estiment confisqué par les gouvernements autoritaires de la langue et de l'image. Et bien évidemment, ce qui, dans les écrits de Lawrence sur les Étrusques, se superpose à l'Empire romain, eh bien, c'est l'appropriation mussolinienne du rêve de l'Empire romain. Évidemment, Lawrence voyage en Italie, en Toscane, en 1926-1927, à un moment où le fascisme mussolinien commence à élaborer son propre discours de reprise d'une espèce d'empire romain taillé très large, et en tout cas au moins jusqu'en Éthiopie.
Et pour Lawrence, évidemment, le propre de l'Empire, tristesse, alors non pas de la terre, mais de l'Empire, eh bien, c'est ce monde de lourdeur, de brutalité géométrique. Il écrit « Nous commençons à nous lasser des grands édifices de pierre, et peut-être nous apercevons-nous qu'il vaut mieux que la vie demeure fluide et changeante, plutôt que d'essayer de se figer en de lourdes architectures. Michel-Ange lui-même finit par nous peser et nous assommer. La brutalité écrase bien des plantes, mais les plantes repoussent. Les pyramides, comparées à la pâquerette, ne durent qu'un moment. » L'Empire romain, sa reprise mussolinienne, plutôt, c'est un monde sans joie, un monde désaccordé, où l'homme ne vit plus au rythme de la saltation universelle, cette idée du rythme du monde, ou de l'aspire et du respire du monde, chez Goethe, cette idée donc d'un accord au rythme du monde, et cet accord avec le rythme du monde, et ce qui fonde la possibilité de la parole poétique, c'est quand l'homme est accordé au rythme des choses, eh bien qu'il peut, dans son écriture, injecter une scansion qui est celle du réel propre, et il retrouve le souci de la description. Alors évidemment, cette vision des Étrusques et des Romains, je regarde les amis spécialistes de la chose qui sont dans la salle, n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire circonstancielle de leur assujettissement effectif par Rome, du IIIe au 1er siècle avant notre ère. Et la vision enchantée de Lawrence, d'ailleurs, fait suite à une longue série d'exaltations romantiques de l'Étrurie, ça qui est intéressant aussi, là ça prend le relais d'une longue tradition de voyage fantaisiste, ou en tout cas poétique en Étrurie. Alors, la plus célèbre de ces évocations étant sans doute celle de Stendhal, qui note en 1817 « Je fais à mon lecteur cet aveu ridicule. Je me sens indigné contre les Romains qui vinrent troubler, sans autre titre que le courage féroce, ces républiques d'Étrurie qui leur étaient si supérieures par les beaux-arts, par les richesses et par l'art d'être heureux. C'est comme si 20 régiments de Cosaques venaient saccager le boulevard et détruire Paris. Ce serait un malheur même pour les hommes qui naîtront dans 2 siècles. Le genre humain et l'art d'être heureux auraient fait un pas en arrière. » C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Stendhal, quelques pages plus loin dans ses carnets, « Les Romains ont été un grand mal pour l'humanité, une maladie funeste qui a retardé la civilisation du monde. » Donc pour Lawrence, les Étrusques ont en réalité souffert 3 mépris successifs, celui des Grecs, celui des Romains et celui des historiens. Et dans l'une des pages de Croquis étrusques, Lawrence dit « Mommsen ne leur accorde aucune importance ». Et de fait, les Étrusques sont les anti-grecs autant que les anti-romains. Bon, quantité de propos dépréciatifs des anciens à propos des Étrusques, les Tyréniens. Diodore de Sicile, par exemple, donc écrit qu'ils mènent une vie molle et sensuelle parce qu'ils ont renoncé à l'esprit de force. Ils sont obèses, invitent leurs femmes à leur banquet, ce qui d'évidence ne se fait pas, ne jurent que par l'Orient et son stupre, etc. C'est le thème de la truffée étrusque, qui fait d'ailleurs l'objet d'une longue enquête philologique dans un beau livre d'Yves Libert, Regard sur la truffée étrusque, étant entendu qu'en vérité, la truffée désigne moins une mollesse qu'un goût immodéré de la distinction et de l'ostentation, et c'est la critique de la truffée à partir de cette notion que s'engage aussi la critique platonicienne de la décadence orientale du monde grec. Mais précisément, cette décadence est pour Lawrence un raffinement, une sorte d'apex de civilisation. En 1926, alors qu'il arpente littéralement la Toscane, l'Ombrie de site en site, à Cerveteri, etc., Lawrence rencontre Aldous Huxley à Florence, et Huxley, dans un roman qu'il publie en 1928, qui s'appelle Point Counterpoint, fait dire à Rampion, qui est le personnage que lui inspire Lawrence, « Les Étrusques étaient civilisés, ils savaient vivre en harmonie avec leur être tout entier. Nous sommes tous des barbares. » Alors, civilisés, ce sont les autres. Et là, il ne s'agit pas que d'un thème littéraire, mais aussi, d'une certaine manière, de l'antienne des sciences humaines, de l'entre-deux-guerres. On pourra en donner quantité d'exemples. Par exemple, l'exploratrice Alexandra David-Néel, une des toutes premières à introduire en France le bouddhisme tibétain, par l'intermédiaire d'un jeune lama d'ailleurs qu'elle adopte et fait vivre en Provence. Eh bien, cette exploratrice écrit en 1925, dans une lettre à son mari, depuis les confins de l'Inde, « Je suis une sauvage, mon bien cher, mets-toi cela en tête. Toute la civilisation occidentale me dégoûte. » On a quantité d'exemples de ce dégoût-là, affirmé, proclamé, en particulier dans l'anthropologie de l'entre-deux-guerres. Et il faut se rappeler que c'est en 1937 qu'un anthropologue qui s'appelle Julius Lips, qui vient d'être chassé par les nazis de l'université de Cologne où il enseignait, fait paraître La riposte du sauvage,
qui est une compilation de 200 photographies d'œuvres d'artistes colonisés et une sorte de collage déjà, ou de montage, qui vise à prouver que la barbarie ne gîte pas aux antipodes, mais précisément au cœur de l'Europe, et que ceux que l'on désigne alors, ceux que le discours colonialiste désigne alors comme les barbares, eh bien, sont en fait des gens bien plus civilisés que nous. Mais chez Lawrence, on trouve quelque chose de plus encore que cette idée, ancienne et même antique, de la noblesse des autres, car si les Étrusques n'ont pas droit de citer dans l'histoire écrite par les vainqueurs, eh bien c'est qu'en fait, ils n'ont de place dans aucune histoire dès lors que celle-ci s'énonce comme un progrès. Car pour Lawrence, l'art étrusque, masque, statuaire, est un mystère qui déjoue toute histoire des formes, toute histoire formelle de l'art. L'irréductible étrangeté de l'art étrusque agit chez lui, un peu comme à la même époque, la modernité de certains arts mésoaméricains sur les surréalistes, c'est-à-dire qu'en fait, elle déjoue toute possibilité d'une histoire de l'art qui serait une histoire de la succession anthropique, de formes simples en formes complexes des formes, puisqu'il y a autant de modernité dans cet objet venu du fond des âges, et bien dans le geste qu'on risque dans l'art contemporain. Et donc, en un mouvement de pensée étonnamment parallèle, y compris en termes chronologiques, à celui d'Abi Warburg, eh bien, cette étrangeté étrusque dit chez Lawrence ce que l'histoire n'est pas, à savoir le récit étagé, époque par époque, d'une succession de formes. Donc cette rêverie est aussi une méditation sur l'histoire. L'histoire entendue non pas comme un inventaire des précédents, mais comme un répertoire des possibles, donc des possibles toujours présents, toujours susceptibles de produire des effets dans le présent. C'est chez Ponge, comme chez Lawrence, l'Étrurie, le nom d'une possibilité perdue, ou plutôt effacée, celle, disait Ponge, d'entrer au jardin des raisons adverses. L'Étrurie, c'est en somme le nom d'une défaite dont nous payons toujours le prix, parce qu'elle nous a ôté les moyens d'une parole libre, ajustée ou accordée au rythme du monde. Les Étrusques parlent la langue désormais indéchiffrable des vaincus, et cette langue est celle d'un rapport plus immédiat au monde. Un rapport qui, toute la poésie de Lawrence comme de Ponge le montre, est un rapport qui vise à abolir le grand partage entre humains et non-humains, à repeupler le récit du monde de 1000 présences animales, végétales, minérales. S'il fallait un dernier exemple de l'importance de cette référence étrusque dans la poésie contemporaine, on pourrait rappeler que Philippe Jacotet entretient lui aussi un rapport particulier à l'art étrusque. Il a consacré au célèbre sarcophage des époux de Cerveteri, exposé au Louvre, un beau poème, La Dame étrusque, mais surtout, dans sa préface de 1957 à un ouvrage qui ne porte pas sur les Étrusques, mais sur la porte de bronze de la basilique San Zeno de Vérone, Jacotet évoque l'histoire étrusque de la Toscane et écrit, d'une façon qui évoque assez immanquablement Lawrence et le grand secret des races réduites au silence, je le cite, « Le sentiment qui me hante, c'est celui d'un fond de vallée, source et origine. Et c'est bien aussi pourquoi il a fallu que nous arrivions à notre époque, si loin du commencement, si égarés, si faibles à bien des égards, pour que nous regardions vraiment cette porte comme un secret perdu vers lequel il nous est impossible de remonter. » Et donc cette porte de bronze du XIe siècle donne sur l'Étrurie, laquelle est une perte et autant par conséquent un présent qu'un passé, puisqu'elle désigne le lieu où elle circonscrit l'espace d'une impuissance actuelle. Donc s'esquisse ici, en suivant cas un cas, le fil rouge de la topique de la haute magie du verbe, de Lawrence à Jacotet, de Stendhal à Ponge, une sorte de généalogie hachée ou hachurée, du poétique, du souci descriptif, qui, me semble-t-il, recoupe nombre d'entreprises historiographiques contemporaines, puisqu'il s'agit très précisément chez eux de retrouver les mots joyeux des vaincus, ou du moins de soustraire les mots à l'affadissement sémantique auquel les pouvoirs, et aussi bien la routine des usages, les soumettent. Voilà la poésie, le langage remis en son état naissant, dit Ponge, lorsque dans Pour un Malherbe, il s'explique de sa méthode poétique. Et c'est là, je crois, où d'une certaine manière, nous retrouvons, mais lesté, sinon d'une histoire, du moins de quelques antécédents, le cauchemar de Patrick, de cette langue devenue inopérante. Alors, de tout ceci, que tirer, brièvement? D'abord, l'idée, peut-être, proposée à titre purement expérimental, qu'une certaine forme d'histoire a à voir avec un certain souci ou un certain projet poétique, qu'une même inquiétude a longtemps habité le poète et l'historien, que tous deux, pour dire d'un même mouvement le tout et le détail du monde, ses êtres et ses états, ont éprouvé le même embarras ou la même angoisse devant le constat des mots qui manquent. Des mots qui manquent, par quoi il faut entendre la disparition d'un certain nombre de lexiques, évidemment, mais aussi l'oubli de certaines formes d'adresse et de scansion.
et cette question du rythme aussi, et des effets de syntaxe est assez important. Autrement dit, ce qu'il est possible de tirer de tout ça, plus ou moins, c'est de donner à l'histoire une généalogie, non pas au sens où on l'entend ordinairement littéraire, mais poétique, en montrant qu'elle procède d'un souci de description au cas par cas, ou éclat par éclat, qui fut longtemps partagé entre art poétique, sciences naturelles et sciences humaines. Il faudrait en somme rajouter quelques poètes dans la galerie de portraits constitutifs du paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg. Elle dessine aussi la possibilité d'emprunter pour l'écriture de l'histoire aux techniques de l'évocation poétique, autrement dit de se livrer afin de produire des effets de compréhension localisés, dans le temps même de la lecture, à des jeux de langage, comme les reprises d'Acapo chez Ponge et Lorenz, cette manière de cerner par cercles concentriques décroissants, mot après mot, la réalité ou l'état qu'il s'agit d'exprimer, ou aussi bien le recours à la parataxe chez Hölderlin, cette manière d'abolir les hiérarchies du réel en abolissant tout simplement les successions de causes et de conséquences dans le récit poétique lui-même. On pourrait encore dire qu'il s'agit d'ajuster une syntaxe à une situation documentaire, ce qui pour moi, par exemple, a toujours été, mais je peux me tromper entièrement, une des visées du Léonard et Machiavel de Patrick. Par-delà la question des effets de rythme, de trouver des tons qui expriment, ou des tonalités qui expriment des rythmes de prise sur l'histoire différents chez l'un et chez l'autre de ces deux personnages qui, vous le savez, maintenant ne se sont jamais rencontrés. Eh bien, cette idée qu'on peut, d'une certaine manière, ajuster une syntaxe, c'est-à-dire construire une scansion en regard d'une situation documentaire particulière. Et c'est peut-être une façon, pour faire écho aux propos d'ouverture de Patrick, de sortir précisément du dilemme fictionnel. Parce que l'évocation poétique n'est pas une forme de fictionnalisation du récit, elle ne romance pas un matériau documentaire, elle ne chorégraphie pas l'apparition et l'interaction des personnages, elle ne comble pas la lacune d'une archive par la fiction d'un dialogue, et d'une certaine manière, elle ne touche pas aux faits, elle s'en approche par petites touches. Ce que Philippe Jacotet dit de son art poétique pourrait à ce titre devenir un précepte de la méthode historique. C'est dans les premiers textes publiés dans un recueil qui s'appelle La Semaison. Ne rien expliquer, mais prononcer juste. La description poétique n'ajoute rien au réel, et surtout pas des images. Toute la méthode poétique de Jacotet tient dans cette conviction. Il y a cette phrase magnifique, « Méfie-toi des images, méfie-toi des fleurs ». Et une autre, très belle, et qui pourrait faire écho à cette invite à la prudence de Paul Venn, s'arrêter au bord de ce qui ne peut se dire. Il y a donc chez Jacotet, dans Penser sous les nuages, cette formule « Je passe, je m'étonne, et ne peux en dire plus ». Mieux encore, Patrick l'a rappelé, la description poétique donne à voir sa propre besogne, la besogne du langage, le travail même sur la matière de la langue, qui est le thème structurant chez Ponge de la façon dont il rend compte de son art poétique. D'une certaine façon, cette description poétique pousse à bout le langage, elle l'exaspère, jusqu'à lui faire avouer ce qu'il ne peut pas ou plus énoncer. Et donc, en écho à ce que tu disais, il y a peut-être un programme poétique de vérité dont les attendus à bien des égards sont les mêmes que ceux du programme de vérité de certaines formes d'histoire contemporaine.